pour sa première sortie, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a mis le cap sur le Mali. Alors, est-ce que pour vous, c'est pratiquement... alors, Issa Diawara? Alors, ok. Alors, Oui, je Issa vous Diawara est rejoins. toujours avec nous. Issa Diawara, je vous posais la question de savoir. Oui. Alors, je vous disais, pour sa première sortie, le président de la transition du Burkina Faso a mis le cap sur le Mali. Alors, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous avez regardé cette première visite en termes maliens du président de la transition du Burkina Faso? Ok, merci beaucoup. Lui-même, à travers ses mots, ses dires, il a parlé d'une visite de courtoisie et d'amitié. Il a parlé de cela non seulement en français, mais aussi en langue bambara, c'est-à-dire en langue locale ici. Il a dit en bambara, il a parlé d'une visite non seulement d'amitié, mais il a surtout insisté sur le fait qu'il est question d'améliorer les échanges et renforcer la coopération sécuritaire, bien sûr, entre les deux pays. Entre les deux pays, ce qu'il faudra retenir de cette visite, c'est que c'est l'ère de la collaboration réelle qui a sonné entre ces deux pays voisins qui connaissent les mêmes problèmes. Les problèmes d'un terrorisme créé de toutes pièces, monté de toutes pièces pour satisfaire les ambitions ou l'agenda d'une puissance extra-régionale qui n'est autre que la France. Ensuite, n'oubliez pas, les deux présidents ont beaucoup de points communs. Ils sont tous des militaires des forces spéciales, respectivement au niveau de leur pays. Donc, nous voyons une bonne complicité. Il y a un proverbe qui dit « L'union fait la force et la désunion provoque la faiblesse ». Nous avons les mêmes problèmes, le Mali, le Burkina. Nous ne voyons aucune raison pour que nous ne nous unissons pas autour de ces problèmes. Et ce qui a pour conséquence d'emblée de rendre utile toute présence militaire de la France en tout cas du côté du Burkina ou dans la sous-région. Nous ne voyons plus l'utilité de la présence française, puisque c'est cette présence d'ailleurs qui a fait gangréner le terrorisme. N'oubliez pas, quand la France revenait, il n'est qu'une partie du territoire malien qui était occupé de façon comique, tragique, je ne sais pas, tragique-comique, par des hommes qui roulaient à la solde de la France et des hommes qui ont facilité l'intervention française ici. Vous savez, c'est une visite normalement et qui déplaît aussi, une visite qui plaît à tous les panafricains, à tous les Africains qui ont soif de liberté, à tous les pays du monde qui œuvrent, qui se battent pour ce qu'on appelle le multilatéralisme, pour un monde multipolaire. Mais évidemment, ne soyez pas surpris que cela déplaît à ce qu'on appelle les endocolons, les Noirs qui sont comme nous. C'est pourquoi vous avez bien fait de m'épargner de cette question du racisme au niveau de l'Assemblée nationale de la France, qui est une assemblée contre nous. Je n'ai rien à voir dedans. S'ils veulent qu'ils se mangent entre eux là-bas, tout Noir qui accepte de prendre la nationalité française et de te pointer dans l'hémicycle français, tu deviens un Français et qui travaille contre l'Afrique. Donc, moi, je n'ai rien à dire ici. Ils sont tous des cibles potentielles pour nous. Et si nous avons l'occasion de finir avec eux ensemble, nous allons le faire. Nous sommes dans une guerre. La France, dans son ensemble, nous fait cette guerre. Et nous aussi, ensemble, nous essayons de nous défendre, de répondre à cette guerre. Donc, nous n'avons pas à nous intéresser de leur futilité là-bas. Restons dans le cadre de notre combat. La venue du président du Burkina Faso au Mali, c'était attendu. C'est un voyage, c'est une venue qui a été saluée et des deux côtés de la frontière. Et nous pensons qu'en réalité, les actions vont suivre directement. Parce que nous avons vu que les Américains ont retiré le Burkinabé d'une liste. Et nous avons vu un pays européen aussi enlever son ambassade du Mali. Nous disons bravo, ils ont dit ici, nous avons longtemps vécu dans notre sous-région, Mali, Niger, Burkina, Guinée, tous ces pays,
et même la Côte d'Ivoire, aujourd'hui prise en otage par Alassane Dramane Ouattara. Pour moi, c'est un début de coopération qui fait trembler les valets occidentaux, puisqu'ils voient que ce sont des militaires qui deviennent de plus en plus nombreux à la tête des pays, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et des militaires qui ont des aspirations de souveraineté, et bien sûr qui ont comme allié la Russie, c'est-à-dire en termes militaires. C'est la libération de l'Afrique qui a commencé, et c'est que les Africains qui travaillaient contre l'Afrique ont toute raison d'avoir peur et bien sûr d'être paniqués. Merci bien. Alors, docteur Dominique Yamtimba, nous ne sommes pas dans les secrets de la présidence du Burkina Faso, mais c'est quand même curieux. Le président de la transition aurait pu, pourquoi pas aller en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, mais il a choisi d'aller au Mali. Un pays qui est pratiquement au cœur de l'actualité en ce moment. Est-ce que le Burkina Faso, à travers les autorités, a voulu donner là un message? A surtout exprimé sa responsabilité, son sens de la responsabilité, son sens de l'histoire. Comment ça, docteur? Si on avait la carte de cette zone qui part du Sénégal jusqu'au Tchad, si on l'avait sous les yeux, on comprendrait mieux. C'est une réponse géographique, géopolitique, stratégique, et également une réponse qui est d'ailleurs qui va de soi, c'est-à-dire c'est le bon sens, tout simplement. Vous êtes au Burkina Faso, un peu à l'est, vous avez dans le nord-est, vous avez le Mali, le Niger, et puis tout au nord, vous avez le Mali. Vous avez la fameuse zone des 3 frontières, dont on a si souvent parlé. Il est évident que, compte tenu de cette géographie-là, votre premier allié, ce n'est pas celui qui se trouve à des milliers de kilomètres ou beaucoup trop loin. C'est celui qui est tout à côté et qui partage avec vous les problèmes du quotidien. Et le premier de ces problèmes, c'est l'insécurité. Tout à fait. C'est la lutte, si on veut être occidental, on va dire contre les djihadistes. Je ne vois pas ces gens construire des mosquées, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on les appelle djihadistes. Et d'ailleurs, ceux qui sont là-bas, qui s'attaquent, merci Batengene, ce sont des musulmans. Il ne me semble pas que le djihad dit qu'il faut lutter contre les musulmans. C'est pas ça. Pas du tout. C'est pas ça la djihad. À moins que j'ai mal lu ou que je ne comprenne rien à cette affaire, mais il me semble que c'est pas ça la djihad. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi ils appellent djihad. Ils les appellent des terroristes. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils les appellent des terroristes. Peut-être parce qu'il s'agit de la terreur. Ça encore, ça va pas. Ça c'est quelque chose qu'on peut, en mettant les choses bout à bout pour une compréhension claire, on peut peut-être finir par mettre ça au bout en disant que leur action suscite énormément de terreur et par ce fait-là, ils sont des terroristes. Mais ce sont des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui sont payés et ces mercenaires donc terrorisent, ils sont payés pour terroriser les populations et au bénéfice de ceux qui aujourd'hui sont connus, ils quittent le Mali, ils critiquent le Mali, bref, on sait très bien de qui il s'agit. Ils menacent, il y a des plans qui sont annoncés à partir de l'Espagne, donc on sait très bien qui sont les mercenaires et qui entretiennent ce mercenariat-là. Donc, clairement, au regard sur le plan géographique, c'est le voisin immédiat, c'est un pays frontalier, et ils partagent ce problème d'insécurité. Et on remarque très bien qu'il y a ce que j'ai toujours rappelé ici être la stratégie du harcèlement. C'est-à-dire qu'on harcèle systématiquement sur les bords ces pays-là en criant tous les jours des attentats qui font des morts pour terroriser la population et lui dire « mais ces gens-là, ils peuvent rien ». Nous aurions pu faire mieux. Mais vous auriez pu faire que vous êtes là depuis des décennies, depuis les fameux indépendants, vous ne faites rien. Parce que après, ce n'est pas une histoire de 10 ans ou de 15 ans, c'est une histoire depuis les indépendances, il y a toujours eu de la violence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a derrière une stratégie du chaos. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de l'ordre dans cette région. Il ne faut pas qu'il y ait de l'ordre en Afrique. Tant qu'il y a de l'ordre, de la paix et de la stabilité en Afrique, eh bien, ce n'est pas propice aux affaires du capitalisme international. Ce n'est pas propice, ça ne permet pas que l'Afrique reste à la place qui lui est dévolue seule,
celle de fournisseurs de matières premières et de vastes marchés sans aucune barrière à l'entrée. Donc, tout naturellement, le capitaine, le président du Burkina Faso est allé au Mali pour tenant compte des résultats que le Mali a connus, que le Mali engrange, que l'armée malienne engrange, et pour aller vite. Et en fait, une stratégie commune serait meilleure. Parce que vous avez ces gens qui aujourd'hui ont fait un coup au Burkina, vous ne savez pas très bien où ils vont se cacher. Est-ce qu'ils vont se cacher au Mali, au Niger? Mais comme le Mali de plus en plus sécurise ses frontières, il vaut mieux donc en fait créer une impossibilité, c'est-à-dire limiter les mouvements, neutraliser leur capacité de mouvement dans cette zone-là. Et donc, naturellement, on va y aller. On espère que le Niger devrait normalement rejoindre le groupe, et puis la zone des 3 frontières serait sécurisée, ainsi que les 3 pays, et puis progressivement, on aurait sécurisé tout le Sahel. Vous voyez que c'est même une visite qui est extrêmement intéressante sur le plan géopolitique, même pour un pays comme le Cameroun, un pays comme le Nigeria, un pays comme le Tchad. Parce que si on arrive à sécuriser aujourd'hui le Mali, le Niger et le Burkina, ce bloc-là, vous voyez que vous n'aurez pas, Boko Haram n'a pas beaucoup de chance. Parce que tout le front, toute la partie ouest aura été sécurisée. Il leur restera la partie est, sauf que le Tchad, le Cameroun et le Nigeria peuvent faire bloc, et puis on les regroupe, on les coince quelque part en fait, on les prend à revers quelque part, on les encercle. Donc, c'est une visite sur le plan géopolitique qui est extrêmement importante, également compte tenu de l'allié principal du Mali. Qui est la Russie. Qui est la Russie, et qu'on a vu déjà actif au moment où le capitaine Traoré arrive au pouvoir. On a vu des mouvements, on a vu l'appel même du peuple. Donc aujourd'hui, je crois que sur ce plan-là, cette visite était attendue. Nous devons bien comprendre que l'union, alors je crois que Podassi a dit ça, Issa Diawara a dit ça aussi, l'union fait la force. Dans un ouvrage 2017, l'Afrique s'était résignée à la colonialité, publié par Boniface Georges Lend. Il y a là-dedans un certain nombre de simulations de comment est-ce qu'on peut commencer, on peut débuter avec 2, 3, 4 et 5 États, la construction des États-Unis d'Afrique. Et l'un des moments, l'une des possibilités, c'est par exemple le Mali et l'Algérie, mais également qui peut se poursuivre par le Mali, l'Algérie, le Burkina, le Niger. C'est un bloc d'un seul tenant qui est, sur le plan de la population, c'est suffisant. Ça a une taille critique. Sur le plan territorial, c'est énorme. Et sur le plan des richesses potentielles, c'est simplement un scandale géologique. C'est suffisant pour avoir un noyau, par exemple pour les États-Unis d'Afrique, reliant donc l'Afrique du Nord et tout le Sahel. On peut y arriver. On peut arriver à faire ça. Et je crois que cette visite-là, elle est très importante, et nous espérons que ils ont parlé, on sait aujourd'hui qu'ils ont parlé de sécurité, etc., de collaboration, de coopération dans ce domaine. Ce qu'il faut espérer, c'est que cette collaboration se fasse en maintenant l'invité principal, l'allié principal qu'est la Russie, et puis l'action de l'Algérie là-dessus. Mais également, il faut susciter sur le front Est le Niger, qui pourrait éventuellement, mais nous connaissons la position du Niger sur un certain nombre de choses, et les événements de Tamou ne sont pas de nature à rassurer là-dessus, mais il peut y avoir un soutien qui viendrait, qui peut être beaucoup plus explicite aujourd'hui, qui viendrait du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, pour que cette zone-là soit désormais sécurisée, parce qu'on peut maintenant savoir que ça peut partir de l'Atlantique par le fait de la Guinée-Conakry jusqu'au lac Tchad. Si on sécurise cette zone de cette façon par les efforts des Africains, pas par une espèce de G5 Sahel qui n'était pas contrôlé par les Africains, mais par les efforts des dirigeants africains eux-mêmes, eh bien, nous pouvons être sûrs que nous sommes sur la bonne voie. Les Africains ne sont pas là pour lutter contre l'impérialisme. Parce que les Africains n'ont pas de temps à perdre pour les contre ci et les contre ça. Les Africains sont là pour lutter pour leur liberté, leur souveraineté, et pour la relance, la restauration de leur souveraineté, de leur dignité, de leur développement. Donc, cette visite-là s'inscrit non pas, à mon avis, contre l'impérialisme, mais s'inscrit pour la mise en place, la définition, la formulation de mécanismes de coopération sous-régionale qui vont permettre de mettre fin
au travail des mercenaires qui harcèlent la population et les pays et qui sèment la désolation partout. Donc, nous avons aujourd'hui, vous voyez que c'est une attitude différente. Lutter contre l'impérialisme, c'est reconnaître qu'il y a des gens qui nous sont supérieurs et qui nous dominent. Lutter pour formuler des mécanismes de prise de contrôle de notre espace, c'est avoir comme attitude, comme mindset, c'est-à-dire comme vision, l'idée que nous avons un environnement qui nous appartient, nous avons nos terres, et ces terres-là, nous devons les sécuriser pour que nos femmes et nos enfants vivent mieux, pour que nos frères, nos jeunes frères puissent grandir, et que, éventuellement, s'il y a des partenaires qui sont intéressés à venir travailler avec nous, parce que, vous savez, les Africains n'en ferment jamais la porte. Le président Abdoulaye Diop, ministre du Mali, le rappelle à suffisance partout au Trans-Montana, à l'ONU, partout où il va, il dit la porte n'est pas fermée. Tout le monde peut venir, mais vous venez dans le cadre en respectant nos intérêts, notre souveraineté, notre intégrité territoriale. C'est ça. Et sur cette base-là, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Donc là, nous avons une autre attitude, c'est l'attitude de gens conscients, ayant le sens des responsabilités qui leur incombent et qui sont parfaitement conscients du fait que ces terres-là leur appartiennent, ces terres-là, ils en sont responsables, ces populations-là leur ont fait connaître, leur ont poussé, leur ont donné une mission, des attentes, et donc ils doivent s'entendre pour pouvoir régler ce problème. Ce d'autant plus, je vais finir par conclure, ce d'autant plus que ces populations-là, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, qui vont jusqu'au Tchad, jusqu'au Cameroun et un peu plus loin d'ailleurs, et qui viennent de Guinée, c'est les mêmes gens. Ils sont tous cousins. Il n'y a pas un seul homme, une seule personne dans cette zone-là qui vous dira que ceux qui sont dans tel autre pays ne sont pas ses cousins. Ils sont tous cousins. Et à ce titre-là, c'est la maison commune qu'il s'agit de défendre et c'est le mode de vie commun qu'il s'agit de restaurer. C'est l'ADN de la même civilisation qu'il faut retrouver pour que, enfin, le développement, le bonheur et une vie de qualité reprennent son cours dans cette région-là et dans tout le reste de l'Afrique. De l'Afrique. Merci beaucoup donc à vous, docteur Dominique Yam Timba. Alors, Jonathan Batengene, on sait que le Mali et le Burkina Faso font face pratiquement au même problème sur le plan sécuritaire. C'est d'ailleurs ce qui justifie officiellement, d'après ce que nous avons suivi, le coup d'État, le récent coup d'État au Burkina Faso. Alors, lors de sa visite en terre malienne, le président de la transition du Burkina Faso a été accompagné du nouveau ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Kassoum Koulibaly, et du chef d'État-major général des armées, le colonel-major David Cabré. Alors, accompagné par des hommes en tenue pour parler des questions sécuritaires. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après cette visite, on peut avoir le sentiment que les deux pays se sont donné la main pour aller véritablement en guerre contre le terrorisme dans le Sahel? Oui, on peut avoir ce sentiment. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Partons de ce principe qui est un principe de la science casualiste occidentale, ou du moins des principes casualistes développés dans les sciences dures. Les mêmes causes produisent les mêmes effets dans la mesure où, quand le Mali a pris des options fortes, on a vu des gens que le docteur Yama a cité, en filigrane, présenté dans son propos. On a vu des gens s'agiter et dire, si vous faites ce que vous dites là, nous on part, on vous laisse seul, vous serez assaillis par les terroristes, les mercenaires. Et je crois que le concept vaut vraiment pour la situation, parce que ces gens sont rémunérés pour les actions de terreur qu'ils produisent sur les territoires africains. Alors, ils disent, on va vous laisser les mercenaires, ils seront plus puissants. Alors, nous on les connaît, ils sont très forts. Ils vont vous massacrer. C'était le narratif de la junte française à l'égard du Mali. Victoria Nuland, une semaine avant cette visite, est venue à Ouagadougou et après, elle fait dire au capitaine Traoré, elle fait dire, ce n'est pas qu'il a dit, elle dit qu'il a dit.
En d'autres termes, au Cameroun, on dit ça, c'est le Congo ça. Donc, elle dit que il m'a dit qu'il ne va pas travailler avec les Russes. Et Dieu, comme il m'a dit qu'il a dit qu'il ne va pas travailler avec les Russes, vous voyez, c'est trop compliqué. Lui-même ne dit rien, mais elle est son porte-parole. Un peu comme Macron à Yaoundé. Elle dit qu'il a dit. Et elle dit, d'ailleurs, s'il ne tient pas sa parole, nous allons les sanctionner. Suivez bien le narratif. S'il ne tient pas sa parole, nous allons le sanctionner. Il verra. Dès que le capitaine Traoré est à Bamako, le lendemain, les États-Unis excluent le Burkina Faso de la Goa. Nous avons demandé sur notre compte Twitter que ceux qui, dans leur pays respectif, pouvaient identifier un des bienfaits, une infrastructure ou quoi que ce soit, qui soit l'éloge de la Goa, qu'il filma et nous l'envoya rien que par image, même que nous n'avons pas checké. Je peux vous rassurer que mon compte Twitter est resté sans photo. Donc les États-Unis sont eux-mêmes conscients que la Goa ne représente rien. C'était un folklore. C'est un accord qui ne servait à rien à l'Afrique si ce n'est de donner l'impression, ça s'inscrivait dans la gesticulation. C'est un chercheur en sciences politiques camerounaises au Cameroun qui disait que la gesticulation, c'est le professeur Abbé, que c'est l'art de faire semblant de bouger, d'être en mouvement. Donc les AGOA, c'était la gesticulation états-unienne dans les contextes africains. On fait semblant d'aider les pays africains d'entrer en partenariat économique, même si on sait qu'ils n'ont même pas le potentiel, et nous, on n'a même pas la volonté, eux les États-Unis, pas la volonté d'entrer en relation économique véritablement gagnant-gagnant avec les pays africains. On a donc exclu le Burkina Faso de cet accord improductif pour le Burkina. Si vous établissez donc une relation de cause à effet, vous avez donc, puisque le capitaine Traoré n'a pas tenu sa parole qu'il avait, selon Madame Neuland, les États-Unis commencent les sanctions. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que cette visite, et vous avez bien fait de citer l'ensemble des responsables qui étaient avec lui, c'était une visite hautement stratégique sur le plan sécuritaire. Dans le communiqué qui a transparu, il ressort que les deux chefs d'État ont discuté abondamment des questions de sécurité commune. Et le docteur Yam a bien expliqué tout à l'heure, mon frère Issa Diawara, que je salue en passant, le général Issa Diawara, il a dit que c'était un impératif parce que les deux peuples partagent actuellement un même problème. Il y a bien plus que ça. Le Burkina et le Mali partagent 1000 km. Ça, l'information, disons merci à notre frère Kapé Goubera qui nous l'a fait parvenir dans un échange. Donc, 1000 km de frontières. C'est la plus grande frontière avec un autre pays. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Et, oui, mais celle avec le Burkina est bien plus grande. Donc, les Burkinabés et les Maliens, qui partagent cet espace en commun qui est assez grand, ont également un autre problème en commun. Les mercenaires, on dira du côté malien, ils ont été armés, financés, entraînés, renseignés, coordonnés dans leurs opérations par la France. Côté burkinabé, ce n'est pas différent. En semaine, c'est-à-dire pendant le début de cette semaine, je crois lundi ou mardi, nous avons fait face à un type d'image. Un activiste, il dit être intellectuel, burkinabé, s'amusait à publier sur son profil Twitter. D'ailleurs, il est très pro-France-Afrique. C'est quelqu'un qui est essentiellement critique envers toute posture contre la France-Afrique. Ce dernier publiait des images du butin des terroristes. Mais faisons une petite analyse. Comment un intellectuel en Europe, en train de vaquer à ses occupations, fait pour tomber sur les images des terroristes, du butin des terroristes? Est-ce qu'il avait simplement tellement un amour pour son pays qu'il a dû
contacté des cousins qui connaissent quelques terroristes dans la brousse, ou bien est-ce que ces images ne lui sont pas parvenues, surtout qu'on sait que M. Macron a annoncé qu'il y aurait désormais dans la diplomatie d'influence de la France des activistes virulents dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas la France qui donne ces images à ce genre de personnes? Il y a un autre activiste qui, lui, il utilise l'image d'un journaliste turc. Nous n'allons pas lui faire de publicité, mais beaucoup le reconnaissent. Qui a publié, qui a travaillé sur un autre activiste qui publie des images de l'attaque du camp de Djibo. Nous parlons des éléments de preuve. Hein. Le camp de Djibo. L'attaque du camp de Djibo, et quand vous regardez l'angle d'attaque, les terroristes tirent sur le camp de Djibo et celui qui filme est du côté des terroristes. C'est-à-dire, il filme les terroristes en train de détruire le camp militaire de Djibo. Une attaque sanglante qui a fait plus d'une quarantaine de morts côté militaire burkinabé. Quand vous voyez de telles images chez des activistes qui ne cachent pas leur proximité avec la France, l'on est tenté de comprendre et de croire que ceux qui leur fournissent les images, c'est essentiellement les hommes qui travaillent effectivement pour la France. Pourquoi eux ont toujours ce genre d'image et pas les autres? Je n'ai jamais vu mon frère Issa Diawara, malgré toutes les informations qu'il nous produit, nous envoyer une image d'attaque contre un camp. D'ailleurs, comment ferait-il pour l'avoir? Il n'a pas d'amis terroristes. Cette proximité dans la communication avec les terroristes laisse comprendre que au Burkina également, comme au Mali, il y a des terroristes qui sont armés, financés, entraînés, renseignés et dont l'action est coordonnée par les autorités françaises. D'ailleurs, la France, dans sa communication, laisse comprendre que le Mali est, et c'est ce qu'ils font croire ces derniers jours dans les reportages qu'ils font sur le Mali et le Burkina. Qu'est-ce qu'ils font savoir? Et ils laissent comprendre que l'armée burkinabé est très mal formée, qu'elle est en manque de professionnels, qu'elle ne peut pas se défendre, qu'elle a assez de matériel, mais qu'elle est incapable d'utiliser ce matériel. Et quelle est la réalité? La réalité est que, si la France le dit, c'est la France elle-même qui s'incrimine. Qui avait la responsabilité de la formation des soldats burkinabés pendant tout ce temps? C'était la France. Pourquoi elle a donc mal entraîné les soldats burkinabés? Pourquoi elle ne les a pas formés à l'utilisation de ce matériel? Pourquoi elle les a mis dans les conditions telles qu'ils étaient jetés en pâture contre les terroristes? Vous voyez que parfois ils ont un narratif qu'eux-mêmes ne maîtrisent, dont eux-mêmes ne maîtrisent les conséquences dans la perception de soi. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont tout fait pour fabriquer une armée factice au Burkina Faso. C'est donc la France. Et c'est ce que les Maliens disaient. Que ces gens ne nous forment pas bien. Ils ne réussissent pas à nous rendre efficaces contre les terroristes. En dehors d'armées financées, entraîner et coordonner les actions, ils s'arrangent à ce que l'armée gouvernementale soit mal formée. Donc le problème malien est effectivement le problème burkinabé. Et les Burkinabés qui sont allés discuter avec les Maliens, toujours de cause à effet, recherchent donc la même solution que les Maliens. Et puisque les Maliens, le docteur Yama dit que leur allié stratégique c'est la Russie, et que la Russie, on l'a vu envoyer 2 jours après la venue au pouvoir du président Traoré, on les a vu envoyer un Mi-35 et un Mi-8. Vous comprenez que la coopération avec les Russes n'est plus loin. Madame Noland, et c'est le moment de le préciser, parce que le chef de l'État, Ibrahim Traoré, il n'a pas le temps d'aller répondre à une sous-secrétaire d'État. Ça, c'est le travail, à la limite, du ministre des Affaires étrangères. Parce que sous-secrétaire d'État, c'est comme si on prenait un directeur de la coopération au ministère des Affaires étrangères d'un pays africain, et on l'envoie rendre visite au chef d'État, et il se met à dire du n'importe quoi là-bas. C'est un petit fonctionnaire de Washington. Madame Noland a beau être la fonctionnaire du pays qui se réclame le plus puissant du monde, mais elle n'est qu'un fonctionnaire qui n'a pas rang de ministre.
elle est simplement dans le dispositif diplomatique des États-Unis. Eh bien, Mme Nolan doit comprendre une chose. Elle est arrivée dans un pays indépendant, dans un pays qui clame sa souveraineté. Elle n'a pas à poser des propos dans la bouche d'un chef d'État. Ce qu'elle a fait est malsain. C'est un acte normalement qui méritait un rappel à l'ordre. Si elle continue de se comporter ainsi en Afrique, elle sera désormais, chaque fois qu'on annoncera son arrivée, les populations africaines seront invitées à aller manifester pour refuser que son avion se dépose en Afrique. Il faut que cette dame apprenne à respecter l'Afrique. Et elle a toujours agi de la sorte concernant les pays qu'elle estime être des pays faibles. Parce que Mme Nolan, elle respecte les autres pays. Elle ne s'exprime pas ainsi sur d'autres pays. On ne la voit pas trop parler quand c'est la Chine. On ne la voit pas trop parler quand il s'agit de la Russie. Il faut qu'elle apprenne à respecter les pays africains. La jeune Française a eu sa honte au Mali. Je crois qu'il est peut-être temps, il est même temps, honte en Afrique. Et il faut que ça passe au Burkina. Le Burkina doit signer ses accords avec la Russie pour que les États-Unis comprennent qu'ils ne sont qu'un pays dans le monde. Ils se revendiquent être la première puissance militaire mondiale. C'est bien beau. Mais nous défendrons notre souveraineté. Ils ont fui les bergers, nous le rappelons toujours, en Afghanistan. Ils ont fui des bergers en Afghanistan. Les Africains sont bien plus que ces bergers-là. Pour l'instant, les Africains sont encore en train de résoudre des problèmes cruciaux. Nous avons des mercenaires à éliminer de nos territoires et c'est pourquoi le président Traoré est allé voir son grand frère, son frère aîné, qui est également son frère d'armes, le président Assimi Goïta. Ils ont discuté des problèmes de sécurité et certainement dans les jours qui arrivent, une coopération multilatérale va être mise sur pied dans le cadre de la riposte contre l'activité des mercenaires de la jeune Française sur les territoires conjoints du Burkina et du Mali. Et nous avons espoir. Nous savons que ces forces-là, quand vous prenez l'histoire de l'empire du Mali, les grands empires qui sont nés dans le bassin du Mali, vous voyez que les grands soldats de cet empire étaient toujours des ressortissants du Burkina, du Mali, de la Guinée-Conakry. Ces gens-là ont une expérience de guerre avérée dans leur histoire. Ils sauront faire face à ces terroristes et ils vont les laisser sur les territoires des larbins comme M. Bazou, qui saura quoi faire de sa patate chaude. Merci à vous, Jonathan Batengene. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, hier à Bamako, c'était le président de la transition guinéenne. Aujourd'hui, c'est le président de la transition du Burkina Faso. On a quand même l'impression que le Mali est pratiquement devenu un pivot d'attraction dans la sous-région. Comment est-ce que vous interprétez un peu cela et comment est-ce que vous comprenez surtout ce rapprochement entre trois régimes qui sont pratiquement en transition? Est-ce une autre façon de passer un message, par exemple à la CEDEAO ou peut-être d'autres pays ou toute personne qui pensent que ces régimes devaient pratiquement cesser? Oui, alors effectivement le Mali est devenu comme comment vous avez dit, le pivot, ça, c'est quoi? Pivot d'attraction. Pivot d'attraction, oui, c'est ça. Parce que, nous avons un gouvernement qui est en phase avec son peuple, déjà. Le gouvernement de transition apporte au peuple ce qu'il veut. Lutte contre le terrorisme, libération totale du territoire, la tutelle coloniale, en l'occurrence française, travail pour l'élévation du niveau de vie, et puis bien sûr les relations de bon voisinage avec les pays frères, et l'avancement de cette idée panafricaniste, et puis d'autres choses encore de positives. Et dans le Mali, et la collaboration avec le champion du multilatéralisme aujourd'hui, qui est la Russie de Vladimir Poutine. Donc, sur ce point-là, le Mali est très avancé. Donc, et ils ont marqué des points. Contrairement à ce que dit la presse française
France africaine coloniale, qui prétendent que l'État islamique au Sahara marque des points. Bon, nous on sait que nous n'avons aucune nouvelle alarmiste de ce côté-là, puisque vous voyez, on a les Issa Diawara qui sont là-bas, on a d'autres frères et sœurs qui sont là-bas, on n'a jamais eu de nouvelles alarmistes, au contraire, donc nous savons que ça, ils racontent des bêtises, c'est le mensonge. Donc tout ça, et puis c'est en contradiction avec le Mali qui est attractif là. Donc tout ça rend dans le Mali. Alors, j'aimerais préciser quelque chose. La première sortie du président de transition Ibrahim Traoré, c'est le Mali, certes, de Assimi Goïta, mais Damiba avait fait la même chose aussi. Hein. Mais il y a une nuance. Mais on ne l'a pas sorti de la boîte. Oui, il y a une nuance terrible entre le voyage de Damiba, Henri Sandaogo, Damiba, qui coule des journées douces du côté du Togo actuellement, et ce voyage d'Ibrahim Traoré. Il y a une différence, elle est de taille. Et je me souviens à l'époque d'avoir souligné, ça n'avait pas attiré beaucoup l'attention. C'est pour montrer que Damiba était un traître qui se dénonçait de par sa trajectoire. C'est qu'une fois que Damiba avait quitté le Mali, c'était pour aller rendre visite. Oui, au Côte d'Ivoire, chez Ouattara. France-africain notoire, africain rédhibitoire, puisque celui-ci obtient un troisième mandat en marchant sur les cadavres, et en particulier la tête de ce Kofi Nguessan. On a tranché la tête, on a tapé dedans comme un ballon de football. Tout ça, c'est au nom de M. Ouattara, puisqu'il n'y a jamais eu aucune poursuite, aucun jugement pour M. Ouattara. Pour dire également que Ouattara a intérêt, moi je réclame, parce que je n'y crois pas. Moi je crois plutôt au rapport de force. Pas parce qu'on va manifester que Ouattara va nous écouter. S'en fout éperdument de nos gueules, quoi. Donc, je conseille vivement à M. Ouattara. Je l'avais déjà fait ici une fois, parce que le Mali avait libéré 3 femmes parmi les 49 mercenaires. Et j'avais dit à M. Ouattara, hein, si te reste encore un zeste de quelque chose, de succès d'année en plus, d'Africain, libère pour Chéri Balé. Parce que c'est pas vrai de dire qu'elle est, comment dire, il l'accuse de quoi? De trahison, complot. Avec une puissance étrangère. Avec une puissance étrangère. Le Mali, puissance étrangère. Pas la France. Hein. Le Mali, pays frère, il devient une puissance étrangère. Je signale que tous ces pays-là font partie de l'ancien empire du Mali. Hein. Tous ces pays-là, c'est l'ancien empire du Mali. Hein. Donc comment le Mali, qui a même gardé le nom, est une puissance étrangère, puisque ce ne sont que des détachements du même empire au départ. Bon, ok, admettons, comme le monde évolue. Donc je lui conseille seulement de libérer Chéri Balé, parce que plus il va l'enfermer, plus il va la faire passer du temps désagréable dans ses géoles, puisque ça ne doit pas être Jojo. Il a même interdit des visites. Et il a même interdit de visite, et plus il va le payer très cher. Moi, je ne sais pas si ces chefs d'État, là, de temps en temps, imaginent leur futur. Celui de Ouattara, dans la trajectoire actuelle, il risque d'être sombre. Et si ce n'est pas correct, je renvoie à Mobutu Sese Seko. Hein. Juste pour voir comment il a fini. Alors, donc, je reviens sur le sujet. Donc, il a fini chez Ouattara, mais ce n'est pas le cas. Ibrahima Traoré a préparé sa visite spécialement pour le Mali, pour un travail sérieux. Le travail est fini, qu'est-ce qu'on fait? On va implémenter directement sur place. Ça, c'est du sérieux. Donc, ce qui va se passer là, c'est ce que nous avons toujours dit. Ça fait longtemps que ça couvre au Burkina Faso. Ça a mis du temps. Le Burkina a même bougé le premier avant le Mali. Mais ça finit par arriver. C'est là. Voilà aussi, cette fois-ci, un gouvernement de transition qui est en osmose avec son peuple. Il y aura des phases. Hein. Souvenez-vous même pour le Mali. Il y a eu la phase Bandao et puis son compère là. Ibeka. Non, pas Ibeka. Bandao et puis... ils étaient deux, non? On les a démis. C'est pas grave. Bref, on les a démis. Donc il peut y avoir des sursauts comme ça, mais pareil, le peuple aura tout le dessus. On
C'est pas Boubou Cissé, mais bon, c'est les mêmes gens. Oui, c'est celui des réfugiés. Ça doit être en Côte d'Ivoire. Bon. Ça doit être en Côte d'Ivoire. Il est recherché, Ouais. il fuit la justice. Ouais. Non, l'autre, son nom va me revenir, mais c'est pas grave, on s'en fout. On peut avancer, C'est juste des professeur. traîtres, Excusez-moi. oui. C'est des traîtres, disons-le. C'est des traîtres, des renégats, des traîtres. Bandao, traître. Et l'autre, là, pareil, traître. Bon. Alors, donc, je pense que le Mali va poursuivre cette voie-là. Il y a aussi la Guinée que nous interpellons. Il y a le Niger qui doit tomber également dans notre escarcelle panafricaine, Tout à fait. puisque le peuple réclame le départ des forces françaises. Le peuple demande à M. Bazoum de changer de politique. Il est sourd. Paraît même qu'il ne dort plus au palais présidentiel. Paraît qu'il dort chez Barkhane. Ah bon? Paraît-il, oui. Oui. J'ai encore eu une autre confirmation ce matin. Alors, et il y a aussi Macky Sall au Sénégal. Ça, c'est les prochains. C'est que s'ils sont sages, c'est pas des panafricains, hein, parce que j'entends parfois dire que Macky Sall est panafricain. Bon, nous, on n'est pas là pour donner le diplôme de panafricanisme, c'est vrai. Mais Macky Sall n'est pas un panafricain. Faut être sérieux. Si Macky Sall était panafricain, dans ce cas-là, il y aurait toute une dynamique, surtout au niveau de la CEDEAO. Or, c'est pas le cas. Même de l'Union africaine. Même de l'Union africaine. Puis c'est lui qui est président. Voilà, c'est pas le cas. Il n'aurait pas été faire un tour du côté de Vladimir Poutine, soi-disant pour que le blé arrive en Afrique, alors que finalement, quand c'est 1%, c'est beaucoup, quoi. Puisque les 99%, c'est pour le monde occidental. Donc s'il était si panafricain, je pense qu'il aurait été beaucoup plus efficace. Et puis le peuple serait largement derrière lui. Et puis il comprendrait qu'on ne court pas derrière un troisième mandat. On travaille pour le peuple, un point trait. Et s'il faut un troisième mandat, on sait comment faire. Hein. Il n'a qu'à faire un référendum. On verra s'il est capable de gagner. Donc moi je pense que le Mali a donné le là et est en bonne position et ça va continuer. Et nous encourageons le gouvernement de transition malien, bien sûr, nous sommes de tout cas avec eux. Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga, Abdoulaye Diop, enfin, et tous les autres que je ne cite pas les noms, mais qui sont là. Et puis bien sûr le général Sadiora qui est avec nous. Et je pense qu'ils vont renforcer, parce que le Mali est une courroie de transmission. L'aide militaire russe va arriver au Burkina Faso. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à engranger des victoires. Merci donc. Là où le peuple pleure aujourd'hui, c'est pour les lendemains plutôt enchanteurs, on va dire. C'est-à-dire que la déroute de ces terroristes, on a dit quoi, des mercenaires, hein. Des mercenaires. C'est un mercenaire à la solde de l'Occident. Des mercenaires otaniens. Donc je pense que le Mali, c'est vraiment notre porte-drapeau dans la sous-région. Et ils montrent que ils méritent qu'on leur fasse confiance, puisque les choses avancent. Ils vont entraîner, ils vont donner l'exemple aux autres pays, donc là, à commencer par le Burkina Faso. D'accord. Merci donc à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Nous allons faire le dernier tour de table rapidement sur cette question. Issa Diawara, j'espère que vous êtes toujours avec nous en multiplex. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, parce que je viens de voir l'image. Si on voit l'image, on voit Ibrahim Traoré descendre de l'avion. Après, on le voit à côté d'Assimi Goïta. On voit qu'il est en confiance. Il est en totale confiance. Voilà, c'est la lecture. C'est l'impression que ça me donne. La lecture de l'image. Merci donc à vous. Alors, dernier tour de table, docteur Dominique Yamtimba. Alors, est-ce qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, au-delà de cet aspect, docteur, on sait quand même que au lendemain du coup d'État au Burkina Faso, le président de la transition ou les militaires qui ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas encore à la place de la transition, les militaires qui avaient pris le pouvoir étaient portés en triomphe par les populations. On avait vu le drapeau de la Russie, des chants de cette nature à bas la France, mais pourtant on sait quand même que les relations entre le Burkina aujourd'hui avec la France sont encore très solides, très fortes d'ailleurs. Il y a une base militaire française encore au Burkina Faso. Alors, est-ce que le rapprochement de votre point de vue aujourd'hui, au-delà de cet aspect sécuritaire, est à même de faire peur quand même à ceux qui pensent qu'aujourd'hui que l'Afrique devait toujours rester leur poids? Ce rapprochement, c'est quand même un axe qui devient très fort entre Ouagadougou et Bamako. Ça part d'un principe, nous ne sommes pas en Afrique comme toute
ce soit. Nous sommes pour ce que On nous a vu, voulons. pour orienter ma question, on a vu partir, on a fait partie d'une base militaire, les militaires français au Mali. Est-ce qu'on n'est pas en train d'acheminer vers cette voie-là au Burkina Faso? Qui sait? Je pense que, au fond, je réponds à votre question. En réalité, mais j'aime que vous insistiez parce que ça montre que nous sommes dans un échange de gens qui se suivent en fait. Vous suivez ma pensée, et je suis la vôtre également. La vérité est que quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il y avait une base militaire. Il y avait des bases militaires françaises même. Il y avait des bases militaires françaises. Il y avait Takuba, il y avait Barkhane, tout ça était là. L'ambassadeur du frère avait un ambassadeur qui était là. Les choses évoluent. Je pense que ce qui est d'admirable et qui fera date, c'est cette stratégie de l'escalade, cette stratégie de l'intelligence. Ceux qui sont là et qui disent ouais mais en Afrique là ils sont des animaux et tout ça là, l'émotion est nègre, ils ne savent pas réfléchir. Ils ont très bien vu comment on utilise la rationalité. Et en Afrique, c'est depuis toujours méthode. On utilise la méthode. La méthode, c'est de la rationalité pure. Ils ont bien vu qu'il y a eu cette méthode d'escalade qui a fait qu'on en est arrivé aujourd'hui où le Mali est un pays qui est contrôlé par les Maliens. Il faut bien que le jeune président apprenne quelque part. Il a vu, il a observé depuis un certain nombre d'années comment ça se passe là-bas. Et je crois qu'il s'est fait son idée de qui peut être son allié et sur qui il peut s'appuyer et comment il peut avoir le plus de chances de réussir à sécuriser les territoires du Burkina. Eh bien, je pense que entre autres choses, là. Évidemment, il y en a qui sont allergiques aux Russes. Ben, ceux qui sont allergiques aux Russes, il est évident que un tel invité, s'il fait peur aux gens qui sont à des braqueurs, on n'y peut rien. Les braqueurs vont partir, tant mieux, ça laisse la sécurité pour que les invités et les hôtes puissent enfin célébrer quelque chose. Donc, je suis persuadé que, je ne suis pas seulement persuadé que le Burkina Faso, pas forcément parce que le président allait au Mali, que au Burkina Faso, il va y avoir un décampement d'un certain nombre d'institutions et de présences qui n'ont plus rien à y faire depuis très longtemps d'ailleurs, mais qui persistent à y rester. Je pense que ça va se faire comme ça dans toute l'Afrique où on parle le franc CFA et où on parle. C'est tellement on utilise le franc CFA. Non, mais c'est pas, c'est révélateur. C'est-à-dire que c'est tellement présent, c'est tellement perturbant que ça modifie même notre façon de nous exprimer. La structure du langage. Dans tous ces pays où on utilise le franc CFA et où on parle le français, ça va se passer comme ça, qu'on le veuille ou pas. Par contre, ceux-là, je ne veux pas lire s'ils ont peur ou n'ont pas peur, ils ont par contre un bon conseil que je peux leur donner. En attendant, comme ça s'est passé au Mali et que ça va se passer nécessairement comme ça partout, inéluctablement comme ça partout, il vaudrait mieux prendre la peine de commencer, il faut commencer à prendre des dispositions aujourd'hui pour ne pas se retrouver totalement hors de cet espace et de ne plus jamais pouvoir avoir accès ni aux matières premières, ni au marché, ni aux capacités scientifiques et technologiques qui vont être développées par ces populations extraordinaires lorsqu'elles retrouveront leur liberté et leur souveraineté. Donc, je ne peux que... je pense que nous devons aujourd'hui en Afrique nous réjouir vraiment et sérieusement de cette visite-là. Nous devons nous en réjouir et je vais espérer que ça va être bon résultat. Juste deux petites phrases. Je voudrais rappeler quelque chose. L'AGOA, c'est à peu près 100 millions de dollars d'échanges entre le Burkina Faso et les États-Unis. Mais c'est déficitaire pour le Burkina Faso de presque 94 millions de dollars. C'est-à-dire que les Burkinabés ont vendu à peine pour 6,5 millions de dollars aux États-Unis et les Américains. Eux, ils ont pu leur vendre des choses pour près de 100 millions de dollars. Ça ne représente rien du tout.
C'est un peu comme quand on avait sorti le Cameroun de l'AGOA, c'était à peine 1,8% du commerce extérieur du Cameroun, c'était inférieur aux échanges avec le Tchad. Aucun impact. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Batangene sur ce que c'est, mais je voulais rappeler les chiffres parce qu'ils ont l'avantage de donner un ordre de grandeur aux gens. Dans cette affaire, l'année dernière, le Burkina, c'est un déficit de 93,5 millions de dollars sur un volume global d'échange de 100 millions de dollars. Que les États-Unis se sont censurés. Non! En fait, comme ils savent que ce n'est pas là-dessus que les gens vont venir, ce n'est pas la première chose que les gens vont mettre en avant, ils vont voir, prenez tous les médias, leurs médias, ce qu'ils ont dit. Oh, sanctionner de l'AGOA. Évidemment, on vous dit que l'AGOA, c'est un mécanisme qui facilite le commerce entre les États-Unis. Et les États-Unis l'ont mis en place pour soutenir, pour aider les Africains. C'est ça que le grand public sait. Et donc, si vous êtes sorti de là, ça veut dire que c'est très grave. Vous perdez un levier, un outil qui peut vous aider à vous développer. Je vous dis que le Cameroun, c'était moins d'1,8%. C'est à peu près 1,8% de notre commerce extérieur. C'était inférieur aux échanges entre le Cameroun et le Tchad. Et le Burkina en fait, perd de l'argent à faire du commerce avec les États-Unis. Voilà. Donc, merci donc à vous, docteur Dominique Yamtiba.